Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau point presse du ministère des Armées. Au programme pour ce jeudi, nous commencerons avec la présentation des agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, et de Mme Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Nous ferons ensuite un point sur les actualités du ministère des Armées. Aujourd'hui, le focus thématique met en lumière les enjeux futurs de l'OTAN. Cette semaine a été marquée par la NATO Communicators Conference 2023, dont la France est nation hôte. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui le général d'armée aérienne Philippe Lavigne, commandant suprême allié transformation, qui présentera les moyens employés par l'OTAN pour garder l'avantage aujourd'hui et demain. Nous ferons enfin un point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Concernant les agendas, M. Sébastien Lecornu se rendra demain au centre de la Direction générale de l'armement technique hydrodynamique de Val-de-Reuil. Il s'agit d'un centre d'expertise et d'essais en hydrodynamique et hydroacoustique navale. Ce centre intervient majoritairement en phase d'avant-projet des navires qui sont destinés à la Marine nationale. Et la semaine prochaine, jeudi 21 septembre, le ministre rencontrera son homologue allemand, Boris Pistorius, sur la base aérienne 105 d'Évreux. Madame Patricia Mirallès, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, effectuera des visites sur le thème de la culture mémorielle. Demain, elle se rendra à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, dit ECPAD, avec les élèves du collège La Cerisée. L'après-midi, elle visitera également l'exposition de l'ECPAD à l'hôtel de Brienne, qui sera ouvert au public pour l'occasion. Samedi, la secrétaire d'État se rendra au Mont-Valérien, au lieu de la mémoire nationale. Pour rappel, cette ancienne forteresse militaire du XIXe siècle rend hommage aux résistants et otages qui ont été exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je passe maintenant à l'agenda de Mme Thévenot. Cette semaine, Prisca Thévenot poursuit les consultations pour définir les contours du système national universel. Elle rencontre notamment aujourd'hui le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées. J'en viens maintenant aux actualités du ministère et je débute avec une commémoration qui se déroulera le 26 septembre prochain ou le 27 en fonction de la météo. Il s'agit du débarquement amphibie qui sera effectué par un détachement du 15 du Pacifique en hommage au bataillon d'infanterie du Marine du Pacifique qui a participé au débarquement en Provence, à Cavalère, dans la nuit du 16 au 17 août 1944. Le 15 du Pacifique est une sélection composée des meilleurs joueurs de rugby militaire originaires des différentes îles du Pacifique. Et le détachement du 15 du Pacifique sera composé de 45 militaires d'origine kanak, tahitienne, wallisienne, calédonienne et métropolitaine, issus des différentes forces armées. Pour l'occasion, certains militaires du détachement du 15 du Pacifique seront en tenue d'époque, et cette activité mémorielle s'inscrit dans l'une des 4 missions principales du 15 du Pacifique, à savoir soutenir le devoir de mémoire des Océaniens morts pour la France, en particulier ceux du bataillon du Pacifique. Un peu de sport maintenant avec la Coupe du monde militaire de rugby. Le championnat du monde militaire de rugby a pris fin ce dimanche après plus d'un mois de compétition. Et le championnat qui a rassemblé 12 grandes nations du rugby militaire et 500 joueurs qui se sont affrontés lors de 30 matchs disputés dans 25 villes bretonnes. Dimanche 10 septembre, l'équipe de France a été sacrée championne du monde militaire de rugby en remportant la finale face aux îles Fidji, 25-22. Pour rappel, depuis 2022, les Françaises sont également championnes du monde militaire en titre de rugby à 15 et de rugby à 7. Je poursuis en vous annonçant l'ouverture d'un BTS d'atomicien de propulsion navale. Vendredi dernier, une convention de partenariat a été signée entre la Marine nationale, représentée par le vice-amiral d'escadre Éric Janicot, directeur du personnel de la Marine, et l'Éducation nationale, à travers le rectorat de la région académique Normandie, représenté par Fabrice Rodriguez, proviseur du lycée polyvalent Alexis de Tocqueville à Cherbourg.
Cette convention entérine l'ouverture d'une formation de niveau brevet de technicien supérieur, BTS, préparant à la spécialité d'atomicien de propulsion navale. Cette nouvelle spécialité au sein de la Marine nationale sera lancée à compter du 1er janvier 2024. Elle regroupera l'ensemble des atomiciens, à savoir électromécaniciens, mécaniciens, énergie nucléaire ou électromécaniciens sur sous-marins. Ces personnels sont amenés à opérer sur les bâtiments à propulsion nucléaire de la marine, comme les sous-marins ou le porte-avions Charles de Gaulle. La formation est scientifique, militaire et maritime et s'effectue sous statut militaire. Elle est entièrement située à Cherbourg et se déroule de manière alternée entre l'école des applications militaires de l'énergie atomique avec l'appui des matelots et le lycée polyvalent Alexis de Tocqueville. Avec cette nouvelle formation, la Marine nationale offre la possibilité à des bacheliers de vivre une expérience professionnelle atypique et de pointe dans le domaine du nucléaire et de la propulsion navale. Pour rappel, la Marine nationale constitue le second exploitant du domaine nucléaire en France. Je passe aux Journées européennes du patrimoine. Il s'agit de la 40e édition de ces Journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 16 et 17 septembre prochains. Pour l'occasion, le ministère des Armées, deuxième acteur culturel de l'État, ouvrira exceptionnellement les portes de 107 lieux mémoriels à travers l'ensemble du territoire. Cette année, le ministère accueillera le public dans 14 lieux supplémentaires, parmi lesquels l'état-major de la Légion étrangère, la nécropole nationale du sémaphore de l'île Rousse ou encore le mât du Lurian, résidence du général commandant de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, qui ouvrira ses portes pour la première fois. La mission culturelle du ministère des Armées est essentielle pour transmettre au grand public les enjeux du passé, présent, à venir de l'institution militaire. Et je vous invite à consulter notre site internet. Vous aurez tout le détail des lieux ouverts au public. Par ailleurs, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'Armée de terre vous invite à la 6e édition du Salon du livre Terre, qui sera l'occasion pour les auteurs civils et militaires de venir à la rencontre de leur public et dédicacer leurs ouvrages. Seront notamment présents Marie-Laure Buisson, qui a reçu le prix Erwan Bergot en 2022, le général Le Naine, Dorothée Olyric ou encore le colonel Ushida, sous-directeur stratégie à la DICODE, et lauréat du prix de la Saint-Cyrienne 2023. L'entrée est libre et gratuite à la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides. Je passe maintenant au lancement de Termag, Ternum, qui va vous être présenté par le colonel Dosseur. Bonjour à tous. Donc, je suis le colonel Dosseur, chef de Cirpater. J'ai exactement moins de 5 minutes. Madame la directrice m'a énormément contraint pour vous annoncer une petite révolution. Allez, une révolution pour le Cirpater, et en tout cas qui illustre encore une fois la transformation de l'armée de terre de combat. Idée maîtresse, team devient Termag. Suivante. 4 constats. L'armée de terre doit passer ses messages à toutes les cibles, avec tous les vecteurs possibles et imaginables, en s'adaptant aux usages de ses soldats et des Français. Et effectivement, l'automatisation des maquettes, depuis la professionnalisation jusqu'à aujourd'hui, montre l'évolution des magazines. Donc vous voyez ici la slide, qui a changé pour s'adapter aux modes de consommation, mais aussi aux usages de la presse écrite et à l'économie de marché et de l'impression. 3e constat, notre audience, qu'il soit interne ou externe, s'informe désormais sur Internet et quasi exclusivement sur smartphone, en particulier pour nos militaires du rang, et consomme de l'information immédiate, instantanée. 4e constat, malgré la forte augmentation du prix du papier, je sais à qui je m'adresse, celui-ci n'est cependant pas mort pour autant, et s'il arrive de s'adapter notamment à la tendance dite slow info, sous-entendu contrebalançant l'infobésité en proposant un objet de qualité supérieur sur le fond et sur la forme. Suivante. Et voilà, donc face à ces constats, l'armée de terre transforme son unique magazine, dont vous connaissez tous le titre Team, désormais en Termag, en 2 supports différents, 2 fonds différents, cibles différentes, mais qui complètent et qui se complètent. Termag, Ternum.
Ces deux couvrant effectivement toutes les thématiques et tous les modes de consommation, cela offre, avec les réseaux sociaux et Internet, une solution complète de vecteur efficace à tous les niveaux. Donc c'est une version par pied qui va vous être remise aujourd'hui en scoop, puisqu'il n'apparaît que demain, attention les amis, dans les kiosques, le scoop est aussi là, pour une modique somme de 5,50 €, évidemment que vous allez tous vous abonner, et qui effectivement permettra, avec cette version papier, d'avoir un magazine, et vous allez tout de suite l'avoir tout à l'heure dans les mains, un magazine très quali, avec beaucoup de photos, des articles de fond, des immersions et des dossiers complets, alternant encore une fois entre Terre Nue et Terre Mag, et évidemment, au-delà de la diffusion kiosque, dans tous les régiments de l'armée de terre. Enfin, pour conclure, une version numérique adaptée pour les smartphones, dont on vous donnera le lien, éventuellement pendant la séance, pour les informations instantanées de vidéos, dont certaines vidéos seront immersives, produits interactifs, accessibles sur tous les supports, smartphones, tablettes, etc. Dernier point, le portail fédérateur auquel j'en fais allusion ici est un produit plutôt interne sur lequel on retrouvera sur Internet les 80 régiments de l'armée de terre dans un nouveau modèle. Donc voilà, j'ai terminé, Madame la Directrice, et longue vie à Terre Mag. Merci beaucoup, colonel. Avant de passer au focus thématique, avons-nous des questions en salle? Je vous en prie. Merci, c'est pour le colonel, justement. Le sergent Tim se transforme-t-il en sergent Mag ou en sergent Num? Je n'ai pas ouvert encore. Pour une pierre, il restera Tim, c'est un collector, et il est sur la dernière page, avec un nouveau dessinateur. Et on peut compléter aussi, je comprends qu'il y aura une partie animée. Voilà, si le commandant veut bien confirmer. Sur la partie numérique, correct. Une partie animée sur le terrain. Il y aura effectivement une partie animée de cette bande dessinée aussi en exclusivité sur le Ternum. Alors, avons-nous d'autres questions concernant les actualités du ministère? Non. Bah, écoutez, je passe au focus thématique dédié cette semaine à l'OTAN. Comme évoqué en introduction, la France est nation hôte de la conférence annuelle de l'OTAN sur les enjeux de la communication stratégique, la NATO Communicators Conference, dite NCC. Organisée par le commandement allié de transformation de l'OTAN ACT, la NCC rassemble annuellement l'ensemble des acteurs de la communication stratégique de l'écosystème OTAN afin d'élaborer des pistes de réflexion et de partager une culture commune en matière de communication stratégique, autrement dit Stratcom. Depuis lundi jusqu'à ce soir, les communicants des pays membres de l'Alliance assistent à des séminaires sur les grands enjeux de la communication, et on notera la présence de pays invités comme l'Australie, le Japon, l'Autriche, la Suède et l'Ukraine. Ils travaillent ensemble sur les nouveaux champs de conflictualité tels que l'environnement numérique et informationnel. Cet événement stratégique a été ouvert symboliquement au Théâtre national de Chaillot, au Trocadéro, ancien chef de l'OTAN à Paris, par le chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt, et le secrétaire général délégué de l'OTAN, Mircea Geoana, en présence du général d'armée aérienne, Philippe Lavigne, commandant suprême allié transformation, ici présent, et de Marie-Doa Besancenot, secrétaire générale adjointe pour la diplomatie publique. La DICODE a notamment eu l'occasion d'intervenir lors d'une plénière sur les évolutions de la communication dans un contexte international toujours plus compétitif et complexe. Par l'accueil de la NCC, la France témoigne sa volonté de contribuer à l'élaboration d'une culture stratégique interalliée commune, et elle illustre par là même son statut d'allié fiable, crédible et solidaire. De fait, la France occupe une place majeure au sein de l'Alliance pacifique et militaire. Elle figure parmi les 12 pays fondateurs de l'Alliance. De 1952 à 1966, le siège de l'OTAN était situé en France, d'abord sur le site du palais de Chaillot, puis au palais de l'OTAN situé Porte Dauphine. Cette implication particulière est encore d'actualité. Les armées françaises sont déployées sur de nombreux théâtres et contribuent au renforcement de la posture dissuasive et défense de l'OTAN partout dans le monde. La France prend donc une part active dans les stratégies militaires de l'OTAN et leur application pour faire face aux nouveaux enjeux.
Je vais maintenant céder la parole au général Lavigne, commandant suprême allié de transformation et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Appelé SACTI, le commandant suprême allié transformation est en lien étroit avec son frère d'armes SACEUR, le général américain Christopher Cavoli, qui est en charge des opérations actuelles. SACTI a pour mission de permettre à l'Alliance de préserver son avantage militaire ce soir et demain. Et je mesure, général, votre passion pour le rugby. Et permettez-moi, au moment de cette Coupe du Monde, cette petite comparaison. Au-delà d'être un équipier fiable et crédible, avec un général d'armée à la tête d'un des 2 commandements stratégiques de l'Alliance, la France est un pilier incontestable du pacte otanien. Général, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Bon, pour être un pilier, il va falloir que je prenne encore un peu de masse. C'est important, mais je pense qu'il faut, comme sur le champ de bataille, avoir de la masse, mais également de l'agilité pour manœuvrer. Donc, Madame la directrice de la DICODE, Mesdames et Messieurs les journalistes, bonjour. Et tout d'abord, merci. Merci de me permettre d'intervenir et de m'adresser en ce moment si particulier. Et il m'apparaît important de vous parler, bien évidemment, de l'OTAN de demain à conserver l'avantage, mais également, bien sûr, de ce que nous faisons à Norfolk, au sein du commandement allié de la transformation, du travail que nous faisons sur le sol américain, sur le sol européen, avec, comme vous l'avez rappelé, mon frère d'armes, le général Christopher Cavoli, avec lequel j'étais lundi dernier, et bien sûr avec tout l'échelon politique de l'OTAN. Et puis, alors, après 2 ans déjà passés à ce poste, mon message envers toutes les autorités politico-militaires de l'Alliance est parfaitement clair. Dans cet environnement sécuritaire en constante et rapide évolution, choisir de ne pas accélérer sa transformation, c'est renoncer à son avantage demain. La création d'ACT, je vous le rappelle, remonte à 2003, à un moment charnière pour l'Alliance, puisque c'était 1 décennie après la chute du mur et 2 années après l'attaque du 11 septembre. En 2003, le monde avait changé, l'OTAN se devait de changer aussi, d'où la nécessité de créer un commandement stratégique qui regarde dans le futur pour sa transformation. 20 ans plus tard, le monde a de nouveau changé. Et dans un environnement de sécurité en évolution constante, eh bien, l'OTAN est confrontée aujourd'hui à des menaces que je vais les définir plus nombreuses, plus rapides et venues de toutes parts. Ce que j'appelle le more, faster and everywhere. Menaces plus nombreuses du fait de la prolifération des technologies, des quantités gigantesques de données sur le champ de bataille moderne, mais aussi le retour de la guerre en Europe avec des quantités de munitions en Ukraine que nos modèles de production auraient sans doute du mal à suivre. Plus rapide parce qu'en raison du développement, par exemple, d'armes hypersoniques qui réduisent d'autant notre capacité à détecter, à décider et à agir, mais idem pour l'informatique quantique et l'achèvement de l'intelligence artificielle, dont les effets sur notre fameuse boucle observer, orienter, décider et agir sont décisifs. Ajoutez à tout cela les contestations qui sont multiformes, multimilieux, multichamps, avec une échelle géographique et un niveau d'interconnexion et de complexité sans précédent. Avec le développement, je l'ai dit, des nouveaux milieux, de l'espace et du cyberespace, mais également des progrès rapides de ces nouvelles technologies de rupture. J'ai cité l'intelligence artificielle, je pourrais citer aussi les systèmes autonomes, et des technologies auxquelles des acteurs étatiques et non étatiques ont aujourd'hui accès. Donc, il ne nous a pas échappé que des entités privées ont joué un rôle important en Ukraine, en contribuant par exemple à la survie numérique de l'État. Alors, résolument tourné vers cet avenir, c'est le rôle d'ACT, ACT contribue et a contribué à l'analyse et la compréhension du nouvel environnement dans lequel nous opérons, afin d'aider les autorités politiques de l'Alliance à mieux préparer son avenir. Cette évolution est reflétée dans le concept stratégique d'abord. Le concept stratégique de l'OTAN agréé en 2022 à Madrid, qui définit les principaux défis auxquels l'Alliance est confrontée et explique comment elle entend y faire face. Et lors du même sommet, les pays membres ont approuvé le recentrage de l'Alliance sur sa mission première, la dissuasion et la défense collective.
ACT a contribué à cette prise de conscience par le biais d'une analyse prospective stratégique et également en particulier par un concept cadre sur la capacité à combattre dans le futur, approuvé par les Alliés en 2021. On définit dans ce cadre un contexte militaire futur, on identifie les défis, les opportunités pour innover et conserver notre avantage, notre longueur d'avance susceptible de préserver notre capacité de dissuasion. Et on définit 5 impératifs. 5 impératifs vous allez, qui sont toujours valides, dont les hypothèses sont toujours valides à la lumière de la guerre en Ukraine. Le premier, c'est la supériorité cognitive, et on en parle beaucoup lors de cette conférence des communicants. La projection de puissance et d'influence, les capacités de commandement à travers les domaines, la résilience à tous les niveaux, et la défense multidomaine intégrée. Alors on pourrait, parce que vous savez que dans l'OTAN on adore les acronymes, alors on pourrait revenir, alors ACT c'est pour Allied Command Transformation, mais pour moi c'est anticipation, concept au développement des capacités, et le T c'est pour les talents. Anticiper pour comprendre, comme je vous l'ai expliqué, l'évolution de notre environnement, les concepts et les capacités à mettre en œuvre, y compris donc les capacités de commandement, qui nécessiteront un effort significatif, et les talents. Les talents, c'est le centre, c'est le cœur de la clé du succès. Les talents humains à former pour développer et la façon de faire, mais également la façon d'être. L'OTAN qui va célébrer l'année prochaine, c'est 75 ans à Washington, a longtemps bénéficié d'une longueur d'avance technologique sur ses adversaires potentiels. Je dirais que cette longueur d'avance, on parle de edge en anglais, n'est plus ce qu'elle était. Après 30 ans de dividendes de la paix, après 20 ans d'opérations hors zone contre des adversaires qui n'étaient pas de puissance équivalente ou quasi équivalente, et aussi le fait que nos adversaires potentiels ne nous ont pas attendus. Regardez notamment les avancées technologiques et numériques, et dans le domaine informationnel, développées par l'Armée populaire de libération de Chine, dans les hautes technologies en particulier. Donc en plus des efforts prospectifs dont je viens de vous parler, ACT a également pour mission de développer au maximum l'interopérabilité des forces de l'OTAN et de structurer les forces de l'OTAN au travers d'une planification de défense et de développement capacitaire, une sorte de loi de programmation militaire. Et ACT, pour cela, s'appuie également sur l'innovation. Innovation pour exploiter les idées, les procédures, les technologies à l'appui de la préparation au combat de l'OTAN. Et pour développer les solutions dont nous avons besoin, nous devons aussi tirer profit de nouvelles technologies, tester des solutions les plus prometteuses et passer à autre chose rapidement si elles déçoivent. Et les premiers engagements du conflit en Ukraine ne font d'ailleurs que confirmer ces hypothèses soulevées dans nos concepts qui nous incitent à accélérer la mise en œuvre de ceux-ci. Alors pour faire face aux menaces de l'environnement de sécurité de demain, je le rappelle, plus vite et partout, l'OTAN devra disposer de structures et de forces capables de comprendre et de décider plus vite et d'agir ensemble et plus fort. Des forces en mesure de gagner la course de vitesse qui seule permettra de préserver une dissuasion crédible. Pour cela, elles devront être capables de mener des opérations, ce qu'on appelle multi-domain operation, ou ce qu'on peut appeler les opérations multimilieux, multichamps, notamment en agissant dans le champ informationnel. Ceci va également exiger la mise en œuvre d'une transformation numérique. Et c'est ma priorité, la transformation numérique de l'Alliance que nous pilotons. Accompagné bien sûr d'un effort de communication tous azimuts. Ce qui nous amène à la raison de ma présence à Paris, et Olivia, tu en as parlé cette semaine à la conférence des communicants de l'OTAN, mais je l'avoue aussi au début de la Coupe du Monde de rugby. Donc cette conférence des communicants de l'OTAN, pendant laquelle nous discutons en particulier des priorités d'une des priorités de mon commandement, et j'en ai parlé, c'est le développement d'un concept pour la guerre cognitive. En tant que journaliste, vous êtes bien placé pour comprendre l'évolution extraordinaire des communications, des informations, voire la compréhension et la connaissance de notre monde. Aujourd'hui, nos adversaires disposent d'outils capables d'influencer la perception, et c'est important, d'influencer la perception de notre propre concitoyen, y compris de nos forces armées. En février 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion brutale, l'attaque cinétique était accompagnée d'activités non cinétiques, bien évidemment, y compris une propagande ciblée et des campagnes de désinformation destinées à l'Ukraine, sa propre population, mais également à l'étranger. C'est pourquoi les envahisseurs russes ont immédiatement coupé l'accès aux fournisseurs Internet ukrainiens pour les populations occupées. La Chine a aussi conceptualisé la
guerre cognitive qui lui permettrait de gagner la guerre sans combattre. Et d'ici une décennie, la grande majorité de la population mondiale aura accès à des quantités d'informations énormes. Mais aussi un déluge de fausses nouvelles, deepfakes, d'agents conversationnels à la fiabilité douteuse. Et je dois dire que l'image, la cohésion et la résilience cognitive de l'Alliance est donc menacée. C'est pour ça que nous développons notre concept pour aider nos forces à repousser de futurs assauts cognitifs, à comprendre et à identifier les risques et saisir toutes les opportunités afin de permettre à l'Alliance de garder son avantage. Et ce travail, il est guidé par nos valeurs éthiques et morales et nous l'effectuons en toute transparence et en partenariat avec les 31 nations, nos partenaires, l'industrie et les universités, car il nous faut faire mieux, plus vite et ensemble. Voilà, je suis totalement disposé à répondre à votre question et merci de votre attention. Et comme j'ai l'habitude de dire, win as a team. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Général. Avez-vous des questions ? Nicolas. Oui, bonjour, Général, Nicolas Barraud du Figaro. J'aurais plusieurs questions. Vous avez mentionné la présence des Ukrainiens lors de cette conférence à Paris. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous apprennent, eux, de leur communication pour un pays en guerre? Sur ce que vous évoquez sur la guerre cognitive, très concrètement, de quels moyens, de quels outils dispose l'Alliance? Quels sont les outils qui sont développés par l'Alliance pour se battre dans ce champ-là? Et dernier point, sur la compétition technologique, sur quels aspects vous estimez que la Chine a plus d'avance que les Occidentaux? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est le quantique? Est-ce que c'est l'hypervélocité? Précisément, il y a des sujets qui sont plus préoccupants que d'autres. Merci. Très bien, merci beaucoup pour Nicolas pour toutes ces questions. On pourrait passer des heures. Pour aller à l'essentiel, je pense que l'Ukraine nous apprend ce que l'on perçoit, c'est-à-dire que dans cette compétition dans le champ informationnel et dans le champ des perceptions, il faut comprendre plus vite et agir vite. Comprendre plus vite, eh bien évidemment, il est nécessaire de disposer de la donnée, il est possible de disposer de l'information. On peut la recueillir en propre, mais je pense qu'il est aujourd'hui important de souligner l'intérêt de travailler en équipe, le partenariat, l'alliance et la capacité à partager la donnée. Il est évident qu'il faut agir vite et avant même que la désinformation n'arrive dans le champ informationnel pour mettre en premier la vérité. Et on peut prendre le cas de Gossi par exemple, mais également pour permettre de partager avec notamment les populations la légitimité de nos actions. Les outils. Avant de parler des outils, vous le comprenez, l'Alliance, c'est 31 nations, bientôt 32. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'on pense quelque chose de nouveau, il y a une approche conceptuelle à mener. Parce que d'abord, il faut faire comprendre ce que l'on veut, le chemin par lequel le chemin que l'on va prendre. Et il faut que, je vous rappelle qu'à l'OTAN, c'est la règle du consensus, donc il faut que tout le monde soit d'accord, d'où la nécessité de la transparence lorsqu'on construit un concept. Ensuite, cette approche, on va dire top-down, elle est nécessaire et à l'OTAN, lorsqu'il y a des nouvelles technologies, on pourrait parler de l'intelligence artificielle, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs de liberté, des valeurs morales, de l'éthique. Mais ce sont les premières questions que l'on se pose.
le concept que nous avons, la stratégie que nous avons sur l'intelligence artificielle et qui a été validée par les Nations en octobre 2021, elle pose d'abord les questions sur l'éthique. Elle pose d'abord sur les questions sur quelles sont les limites que nous devons mettre en place avant de partir sur le développement de technologies. Donc ça, c'est important, et dans le domaine cognitif, c'est la même chose. Donc là, nous sommes en train d'avoir un concept exploratoire sur le cognitif, et on travaille bien évidemment avec, de manière très transparente. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir d'ores et déjà un développement par le bas, c'est-à-dire un développement incrémental, une approche agile et rapide dans le cadre des limites que nous nous fixons. Et par exemple, vous le savez très bien, dans cette supériorité cognitive ou dans ce champ informationnel, ben d'abord, il faut comprendre. Il faut comprendre dans quel milieu nous sommes et quelles sont les actions menées par les compétiteurs ou nos adversaires. Donc nous avons développé un outil qui, de manière innovative à ACT, avec les experts de la communication de l'OTAN, et qui est en phase expérimentale à l'OTAN pour comprendre mieux la situation. On développe aussi des outils d'intelligence artificielle générative pour comprendre encore plus, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plus de données, et donc il est nécessaire de comprendre plus vite sur un champ beaucoup plus large. On parle de partenariat, on parle il est nécessaire aussi de travailler avec aussi des partenaires extérieurs, de comprendre les outils qui sont mis en place. Par exemple, je prends le cas des journaux pour lutter contre la désinformation. Parce que vous avez aussi développé des outils qui vous permettent de lutter contre cette désinformation. C'est très important pour nous. La compétition technologique, j'ai cité l'intelligence artificielle, tu as cité le quantique. Ce sont les deux grands domaines dans lesquels la compétition fait rage, avec des sommes engagées notamment par la Chine dans le domaine quantique qui sont phénoménales. Je vous ai parlé de la transformation numérique de l'OTAN. Vous connaissez certainement la transformation numérique de la Chine et de son armée populaire, avec des liens très forts entre le civil et le militaire, bénéficiant des avancées faites dans le civil. Oui. Une question concernant l'Alliance Atlantique qui prévoit un exercice majeur l'année prochaine. Ce serait, selon donc le nom de l'exercice, c'est défense indéfectible. Est-ce que vous avez des informations justement à communiquer sur ce qui va se passer l'année prochaine, donc 2024 ? J'ai pas on reviendra vers vous pour donner plus d'informations, mais sachez que ce qui est important, c'est qu'on a l'Alliance les nations ont validé des plans régionaux construits, développés par, comme je l'ai dit, par Sacker, donc le responsable des opérations, le général américain Chris Cavoni. Nous avons besoin de construire ce que nous appelons l'executability, donc de permettre à ces plans de pouvoir être exécutables. Comme je l'ai dit, nous revenons au principe de la défense collective. Défense collective que nous avions avant la chute du mur de Berlin en 1989, et avec un territoire beaucoup plus grand à protéger, avec beaucoup plus de nations alliées qui sont à l'intérieur de l'OTAN,
Et donc, il se doit, comme je l'ai dit, de transformer cette alliance pour pouvoir répondre à cette mission de défense collective que nous ont donné le niveau politique. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à développer des capacités pour prendre en compte ces missions-là. Et j'ai parlé d'interopérabilité, il faut s'entraîner. Et nous ne serons crédibles que si nous entraînons et nous mettons en œuvre des exercices d'une ampleur nécessaire à la taille de ces plans régionaux. La France a fait un grand exercice, l'exercice Orion, qui a mis en œuvre un grand nombre de capacités pour aussi tester des nouveaux concepts, le multimilieu, multichamp. L'OTAN en a fait également aussi en 2023 va organiser un ensemble de manière pluriannuelle, sur un cycle pluriannuel, un ensemble d'exercices pour s'entraîner aux plans qui ont été définis et validés par les nations. Oui, Pierre-Julien. Mon général, tu as parlé tout à l'heure de l'écart qui se réduit très sérieusement entre l'Alliance et la Chine. Tu répondais tout à l'heure à la question, mais au niveau plus technique, au-delà du quantique, de l'IA, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples peut-être, je ne sais pas, sur les missiles hypersoniques, hypervéloces? Est-ce que ça vous fait craindre quelque chose au sein de l'Alliance? Et puis, deuxième question, est-ce qu'à la CT, finalement, on pense que l'information, enfin, disons, le renseignement est finalement placé maintenant à la même hauteur que la lutte contre la désinformation, la propagande, l'intox des différents pays qui pourraient être nos adversaires? Alors, merci Pierre pour tes questions. L'écart, il n'est pas. J'ai pris un exemple, la Chine. Mais je pourrais évidemment prendre la Russie et tu l'as cité, la menace hypersonique. On peut prendre des exemples dans l'espace. On peut prendre des exemples également, et je l'ai dit dans mon discours, des acteurs non étatiques. Parce que dans le domaine de la cyber, il n'y a pas que les acteurs étatiques qui ont des capacités. Et des capacités d'évolution très rapides, parce que les technologies existent et sont libres. Quand je pense à l'intelligence artificielle, ces outils génératifs existent de langage, existent existent et peuvent être employés. Donc il y a donc un effort permanent et je dirais une accélération. Et je l'ai dit, c'est l'accélération de notre transformation. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons de plus en plus de moyens. Donc il faut permettre cette accélération. On peut le permettre de plusieurs façons. On peut le permettre en ayant des processus plus agiles, des boucles de décision plus rapides. On peut le permettre en partageant plus la donnée, les informations, parce qu'il y a plus de risques de ne pas partager que de partager. Donc on le voit bien sur le terrain en Ukraine. On le voit bien, il y a une accélération de la transformation. Donc nous aussi, on doit être capable d'accélérer notre transformation. Au sommet de Vilnius, une des conclusions du sommet de Vilnius, c'est accélérer la transformation numérique. Et donc, nous sommes en train d'accélérer notre transformation numérique. Parce que la transformation numérique, c'est pour comprendre mieux, décider plus vite, mais également, c'est le socle de ce multimilieu multichamp, des opérations multimilieu multichamp, pour permettre de synchroniser et orchestrer les données. Mais non pas qu'avec les instruments de puissance militaire, mais également avec les autres instruments de puissance. Le RANS
et la lutte informationnelle. Alors je vais te prendre un exemple, le C2, le centre de commandement. Voilà. Comment je peux attaquer un C2? Alors je peux l'attaquer avec... Enfin, je peux réduire sa capacité de production. Il y a une attaque physique par le cyber. Bon, voilà. Et puis il y a aussi une attaque physique par le physique, vraiment physique. Alors, après, il y a le cyber. Mais aussi, je peux fournir à ce C2 des informations qui ne sont pas vraies. C'est la désinformation. L'enduire d'erreurs. Mais également, je peux inhiber certaines personnes sur le champ des perceptions. Voilà, donc il y a plusieurs. Donc le RANS, la lutte informationnelle, tout ça, c'est très important. Très important. Il n'y a pas de compétition, mais je dirais qu'il y a un effort. Le RANS, on en a. On fait l'effort parce que on a des capteurs, on a des plateformes qui sont de plus en plus multicapteurs. On pense à la transformation digitale qui va nous permettre non pas une interopérabilité sur la plateforme, non pas une interopérabilité sur les réseaux, mais une interopérabilité sur la donnée. C'est-à-dire, quelle que soit la plateforme, c'est la donnée qui doit être partagée. Donc ça nous permettra une plus grande interopérabilité, mais aussi un plus grand partage et une plus grande vitesse. Mais la supériorité cognitive, ce champ informationnel, on le voit, on en discute dans cette conférence des communicants de l'OTAN, on parle beaucoup de cognitif, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est un effort, c'est un des impératifs du concept que nous avons écrit en 2020 et validé par les Nations en 2021. Oui. Bonjour, Laura Caelli, Politico. Pour revenir sur la guerre cognitive, on a beaucoup accusé TikTok d'être en gros une des armes principales de cette guerre cognitive que mènerait la Chine. Donc, comment est-ce que cette plateforme est perçue dans vos groupes de travail, dans les travaux que vous menez sur la guerre cognitive? Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est un des éléments que vous regardez? Merci. Alors pour revenir à ce champ informationnel et ce champ des perceptions, parce qu'en fait il y a deux choses quand même. Il y a le champ informationnel où on récupère l'information, où il y a des outils qui nous permettent de comprendre plus vite. Malheureusement, il y a des outils aussi qui peuvent et des acteurs qui produisent de la désinformation. Et puis il y a le champ des perceptions qui est aussi très important, car évidemment, ce champ des perceptions, c'est un enjeu majeur de la compétition. Donc il faut protéger et il faut éduquer et avoir des outils pour prendre l'avantage. C'est un champ des compétitions. Nous devons, je cite le chef d'état-major des armées françaises, nous devons gagner la guerre avant la guerre. Donc ça, c'est important à la fois de protéger, mais de disposer, de garder notre liberté d'action. Quand je dis que, pour nous permettre de parler de la légitimité de nos actions, ça c'est très important. Donc évidemment, nous regardons, nous étudions, et nous travaillons sur des capacités à développer dans ce domaine-là pour se protéger. Il y a plusieurs façons de se protéger, j'en ai parlé juste avant pour les centres de commandement. Et nous regardons ce que font les compétiteurs. Bonjour, Franck-Alexandre RFI. Justement, vous regardez ce que font les compétiteurs et en Afrique, que font-ils et quel est votre retour d'expérience? Alors d'abord, je dirais que, et vous le savez, l'OTAN a une approche 360. C'est important. Alors c'est quoi une approche 360? C'est bien sûr regarder à l'Est, c'est bien sûr regarder, par exemple, et nous regardons l'Arctique et le Grand Nord, c'est regarder le Sud, c'est regarder aussi l'espace, c'est regarder aussi le champ informationnel. Ça, c'est la première réponse. Pendant le sommet de Vilnius, il a été beaucoup d'alliés ont parlé du Sud.
Et donc, évidemment, le Sud a une grande importance dans nos... D'abord, dans la partie comprendre mieux, mais également anticiper, prévoir. Ensuite, quand on regarde ce qui se passe en Afrique, eh bien, on a deux types d'actions qui ont été menées par nos compétiteurs et nos adversaires. Le premier dans le champ informationnel, la désinformation, qui peut déstabiliser des populations, qui peut réduire la compréhension de la légitimité de nos actions. Et puis, dans le domaine physique, la présence physique d'acteurs non étatiques. Évidemment, nous pensons à Wagner. Je crois que vous êtes contraint oui. par le... Donc, on va arrêter les questions, sauf si... Avec grand plaisir. Oui. Ça sera la dernière. Mon général Éric Bégala, Radio France. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu les outils que vous êtes en train de développer? Vous parlez d'un outil pour améliorer, je pense, la compréhension, alors soit du champ informationnel, soit du champ de bataille. J'ai pas très bien compris. Champ informationnel. Du champ informationnel. De quoi s'agit-il? C'est un agrégateur? C'est est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Vous êtes en train de le développer ou c'est déjà fonctionnel? Oh non, il est en train d'être développé. Donc c'est évidemment le champ informationnel. Mais si vous voulez, j'ai un collaborateur là qui est un spécialiste, et je vais laisser la parole, si tu veux bien, Christophe, sans micro, à la voix forte. On vous donne un micro tout de suite. Merci. Alors, l'OTAN sur le fruit de l'innovation. C'est mon conseiller communication. Pardon. L'OTAN sur le fruit c'est une démarche d'innovation. Il est en train de créer une capacité IEA pour Information Environment Assessment. Et pour résumer tout simplement, cette capacité IEA, beaucoup d'industries aujourd'hui, d'industriels viennent vers nous en disant voilà, on a déjà cette proposition-là. Sauf que nous, notre cahier des charges, il est bien plus global. Et le cahier des charges otanien agréé par les 31 nations, il est très conséquent. Donc, la dynamique initiale pour créer cette capacité, cette démarche capacitaire a été très rapide, très agile. Et pour vous résumer simplement, quand on étudie le champ informationnel, tout à l'heure TikTok, il n'y a pas que TikTok, il y a tout le champ informationnel. Ça va des médias, ça va des réseaux sociaux, ça va tout ce qu'on entend, ça va prendre en compte Laurence. Ça va permettre de voir tout ce qu'il y a sur la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, on voit que ce qui dépasse au-dessus de la surface. Cette capacité IEA, elle va permettre de voir tout ce qu'il y a en dessous. Et avec des outils d'intelligence artificielle, moi, quand je fais ma revue de presse le matin, je serai capable de dire concrètement, voilà, ça c'est les intérêts de mon chef. Est-ce que tu peux regarder sur le champ informationnel tout ce qui se passe et me faire un résumé et qu'est-ce qui est d'intérêt pour mon chef? Ça, c'est un exemple concret. Ça, c'est une capacité qui est très, très attendue de toutes les nations. Aujourd'hui, il n'y a pas de nations qui ont ça. On sait faire, des industriels, comme je vous l'ai dit, savent le faire, mais à petite échelle. L'intérêt d'avoir cette capacité IEA, et ça, vous l'avez déjà lu, c'est l'historique de cette capacité IEA, c'est en source ouverte, donc je ne dévoile rien. La Crimée, on s'est aperçu qu'il y a eu, dans les mois précédents, des actions sur le champ informationnel qui n'ont pas été détectées. Donc depuis 2014, démarche d'innovation, il faut créer quelque chose qui va nous permettre de détecter une telle démarche hostile. D'où l'intérêt de cette capacité. Si vous avez plus de détails, je vous renverrai vers des spécialistes, pour les gros spécialistes, mais après ça va être très compliqué. Merci Christophe. Merci beaucoup, Général. Et nous allons passer maintenant au point du colonel Godillère, qui va faire le point sur les opérations françaises en cours.
En général, Madame la directrice, on va faire une liaison assez directe entre le NCC, donc NATO Communicators Conference, et notre engagement sur le flanc Est au titre de l'OTAN aussi. On commence par la mer Baltique avec la frégate multimission, la FREMM Bretagne, qui poursuit son déploiement en mer Baltique au sein de la force navale multinationale de l'OTAN. L'ensemble de ce groupe s'est dirigé vers Riga en Lettonie pour le lancement de l'exercice Northern Coast 23, qui rassemble depuis le 11 septembre 15 nations, 30 navires et plus de 3000 marins dans l'est de la Baltique. Pour la FREMM française, qui est dans ces eaux-là depuis plus d'un mois, l'enjeu est de renforcer, par ses capacités et ses savoir-faire, l'engagement de l'Alliance Atlantique dans sa posture défensive et dissuasive du flanc Est de l'Europe, et évidemment, en même temps, de contribuer à l'appréciation autonome de la situation dans cette région. Avec la mission Lynx, des activités opérationnelles et de partenariat, notamment le 7 septembre, où la compagnie d'infanterie légère a présenté son équipement et ses savoir-faire à la réserve, l'Estonian Defence League à Kiruna, renforçant ainsi la coopération bilatérale avec l'Estonie. Les réservistes estoniens ont ainsi découvert le matériel en dotation dans l'infanterie française, mais ont aussi assisté à des démonstrations de capacité. C'est une séquence qui amorce un partenariat avec l'Estonian Defence League avant le lancement de grands exercices à venir visant à consolider la capacité opérationnelle de cette EDL pour la défense opérationnelle du territoire estonien. En Allemagne, un exercice interallié et interarmé du 7 au 17 septembre 2023, le Joint Multinational Readiness Center américain, basé en Allemagne, a mené l'exercice interallié Sabre Junction 23 sous le commandement du 2nd Cavalry Regiment américain. Cet exercice a rassemblé plus de 5000 militaires issus de l'OTAN, dont 400 soldats français du 92e régiment d'infanterie, renforcés de 100 soldats bulgares, et avec pour objectif de tester la coordination des forces armées lors de plusieurs phases d'attaque simulant de la haute intensité. Ces phases et en fait cette intrication de coordination au sein de haute intensité est facilitée par des procédures standardisées de l'OTAN et qui sont nécessaires à la bonne conduite d'un entraînement multinational comme Sabre Junction 23. En Méditerranée orientale, renforcement de la coopération interalliée par la Marine nationale et l'Armée de l'air et de l'espace, avec depuis le 11 septembre, d'une part, la frégate de défense aérienne Chevalier Paul et le bâtiment de soutien et d'assistance Bessamsen, et des Rafales du côté Armée de l'air qui participent à l'exercice Onomia. C'est un exercice qui est organisé par la France cette année et qui a vocation de développer la coopération, là aussi, la coordination et l'interopérabilité avec nos partenaires chypriotes, grecs, italiens, en mer comme dans les airs. En complément des moyens maritimes que je viens de préciter, les 3 Rafales de l'armée de l'air et de l'espace ont été mis en place sur la base aérienne de Tanagra en Grèce et ils ont été convoyés pour la première fois par un A400M selon un concept, vous savez, de très faible empreinte au sol pour déployer des moyens aériens. Ça s'appelle le concept Moran. Déploiement agile à faible empreinte logistique. Voilà les mots consacrés. Et puis en même temps, permettant de l'interopérabilité avec l'armée de l'air grecque qui accueillait ce petit détachement. Dans cette projection, cet A400M a ainsi contribué au ravitaillement en vol des chasseurs, au transport du matériel logistique et de maintenance inhérent au déploiement. Et cette manœuvre démontre l'importance du partenariat avec la Grèce qui permet l'utilisation de ses capacités de soutien et de maintenance. Au nord de l'Afrique, vous avez pu suivre les importantes inondations, les inondations meurtrières en Libye et le déploiement depuis hier d'un A400M de l'armée de l'air et de l'espace, en fait, qui matérialise une partie du soutien apporté par les armées françaises aux populations sinistrées, sous l'autorité évidemment du président de la République, qui s'est entretenu avec le président du Conseil présidentiel libyen avant-hier.
Cet A400M, hier, a commencé à transporter du fret, évidemment, un hôpital de campagne, et des unités de sécurité civile, mais aussi des formations militaires qui contribuent à la sécurité civile et qu'on appelle des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. En l'occurrence, c'est l'UISC 7 qui a embarqué et qui, avec 21 tonnes de fret pour armer l'hôpital de campagne. Celui-ci viendra en aide aux populations sinistrées après le passage de la tempête Daniel, donc en fonction des besoins de la ville de Derna et en coordination avec l'aide internationale. Je pourrais revenir un peu plus dans les détails si vous avez des questions sur ce qu'on emmène. Et il y a une autre rotation qui doit partir cet après-midi vers la même destination. Dans le golfe de Guinée, le porte-hélicoptère amphibie Mistral continue sa mission Corymbe. Il a fait escale à Cotonou du 6 au 11 septembre, dans une escale qui était prévue évidemment, et qui contribue notamment à la formation des stagiaires des partenaires étrangers du Golfe, un stage qui s'appelle Sirène, et qui est un stage d'instruction embarqué avec des outils numériques. Et la deuxième mission, évidemment, la deuxième partie de cette mission Corymbe, c'est de contribuer avec nos partenaires à la sécurité maritime dans la région, la lutte contre les trafics illicites, narcotrafic, pêche illégale, etc. La formation des stagiaires de Sirène est donc à bord, mais aussi à terre. Les stagiaires ont ainsi pu visiter le centre multinational de coordination de Cotonou. Et vont continuer avec une série d'exercices amphibies bilatéraux planifiés de longue date avec les partenaires de la zone. Voilà pour la physionomie générale de l'opération Corymbe. Sachez que le 11 septembre, le frégate de surveillance Ventose a appareillé de Fort-de-France pour rejoindre cette même mission. Et donc, il intégrera le groupe mené par le PHA Mistral pour une mission d'une durée de 2 mois. Au Proche et Moyen-Orient, aux Émirats, du 5 au 10 septembre, la frégate multimission Languedoc a patrouillé dans le détroit d'Ormuz au profit de l'opération Agénor. Agénor, vous savez, c'est le volet militaire français de l'initiative européenne European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, EMASO. Et le 10 septembre, elle a accosté sur la base navale d'Abu Dhabi pour y conduire une relâche opérationnelle. De son côté, le bâtiment hydrographique océanographique, le BHO Beautemps-Beaupré, a patrouillé en soutien de l'opération de l'Union européenne Atalanta, qui est une opération de lutte contre la piraterie et les trafics illicites. On continue au Levant avec l'opération Chamal et les rafales de la base aérienne projetées au Levant qui poursuivent leurs actions contre Daesh en effectuant cette semaine 16 sorties aériennes pour un total de 68 heures de vol, des vols qui s'effectuent dans l'ensemble, en tout cas sur l'ensemble du spectre des missions aériennes aux besoins exprimés par la coalition dans le cadre de l'opération Operation Inherent Resolve. Sur le territoire national, sécurisation de la Coupe du monde de rugby. En amont de l'ouverture de la Coupe de rugby, le 8 septembre, les armées se sont mobilisées dans la sécurisation de cet événement majeur, complétant bien sûr le dispositif du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Nous le complétons par des capacités qui sont vraiment spécialisées, avec des compétences propres aux armées, pour lutter contre des menaces spécifiques. 4 domaines: la lutte antiterroriste, en appui des forces de sécurité intérieure, à partir du dispositif adapté à la demande de l'opération Sentinelle. L'appui à la recherche d'explosifs, des capacités mobilisant notamment des chiens, des capacités cynotechniques, et des équipes EOD, Explosive Ordnance Disposal, donc des démineurs en gros. Il y a tout le volet sûreté aérienne, bien sûr, avec la mise en œuvre d'un dispositif particulier de sûreté aérienne, y compris dans la très basse altitude, avec de la lutte anti-drone, pour laquelle l'armée de l'air et de l'espace coordonne l'ensemble des moyens de l'État qui sont intégrés dans cette manœuvre. Et en alerte, il y a des équipes spécialisées dans les menaces nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. Donc vous voyez 4 volets qui sont des contributions spécifiques des armées pour des missions bien spécifiques pour un événement majeur d'ampleur. Et en complément des forces de sécurité intérieure dont c'est la mission. Ainsi,
en amont du match d'ouverture vendredi dernier, 23 équipes cynotechniques et 7 équipes EOD ont participé à la sécurisation du stade. 2 systèmes anti-drones et un dispositif sentinelle renforcé, un hélicoptère en vol et des chasseurs en alerte ont finalement contribué à la protection de ce match d'ouverture. Jusqu'à la fin de la compétition, les armées françaises resteront engagées dans la protection des Français contre la dangerosité du quotidien. Mission au cœur des engagements des armées jusque dans les stades. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, il y a eu l'éruption d'un volcan qui s'appelle Bagana en Papouasie-Nouvelle-Guinée en juillet dernier. Eh bien, la frégate de surveillance Vendémiaire a quitté la Nouvelle-Calédonie le 8 septembre avec à son bord plusieurs tonnes de vivres destinés à la population. La frégate a rejoint Port Moresby le 13 septembre pour embarquer de l'aide complémentaire fournie par l'Organisation internationale pour les migrations. Et elle rejoindra dans les prochains jours l'île de Bougainville pour livrer l'ensemble du fret humanitaire. C'est une action qui est concrète et particulièrement réactive au profit des populations du Pacifique et qui souligne une volonté et finalement une continuité de répondre à une situation humanitaire d'urgence dans la région grâce à l'expertise, les moyens aussi français qui sont dans la région. J'ai terminé mon rapide tour des opérations. Je suis prêt à prendre une ou deux questions. Madame de Russet. Sur la Libye, est-ce que vous avez déjà des retours du terrain? L'avion qui va partir, il part à midi ou cet après-midi? Il part cet après-midi. Mes dernières informations, c'est cet après-midi. Romain? Oui. Il se pose pas loin de Benghazi, l'aéroport Erna, El Beida. Donc cet après-midi. Et puis, je sais quoi, à l'intérieur, je crois que c'est du fret. Enfin, si c'est du fret complémentaire. Et les avions sont pleins de fret et de spécialistes. D'accord. Ouais. Bon, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne le Niger. Oui. Donc, je vous avais contacté hier pour les vidéos qui circulaient sur l'interception d'eau, notamment autour de l'ambassade. Et puis voilà. Donc, que se passe-t-il en termes d'approvisionnement, notamment, de ravitaillement, que ce soit autour de l'ambassade ou dans les bases du Nord? Et sur le Niger, les Américains semblent avoir repris aussi leurs opérations aériennes. Donc voilà, j'aurais aimé avoir une réaction, un éclairage. Et enfin, sur le Gabon, est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit exactement, des reprises au cas par cas, parce que c'est pas très, très clair forcément pour nous. Merci. Très bien. Alors, je vais commencer par le Gabon. Les activités de partenariat avaient été suspendues pendant la période électorale, comme on le fait assez régulièrement. Et après une période d'attente, évidemment, vis-à-vis des événements de la semaine dernière, les partenariats sont envisagés en fonction de la stabilisation de la situation au Gabon. Voilà. La chose importante à savoir, c'est que les partenariats qui sont menés depuis le Gabon ne concernent pas que les partenariats avec le Gabon. Les éléments français au Gabon font des partenariats avec les pays de la région. Il y a une zone de responsabilité. C'est pour ça que ce n'est pas une réponse qui est du tac au tac, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Deuxième chose, sur les ravitaillements, alors, deux choses différentes. L'ambassade, je vous envoie plutôt vers le quai sur cette question de ravitaillement de l'ambassade. Sur les ravitaillements des emprises militaires françaises, il y a deux choses. La première, c'est que, bien sûr, nous contractualisons avec des ravitaillements qui viennent de l'extérieur et qui rejoignent les camps, avec des conditions qui sont plus ou moins compliquées, ça dépend des jours. Mais il y a aussi une part d'autonomie de nos emprises. Et donc, nos militaires sont aussi prêts à être en autonomie sur ces sites-là. J'ai pas la réponse là.
Bonjour, je reviens au sujet de la Libye et de l'aide humanitaire que l'armée de l'air commence à acheminer aux populations. Est-ce que des commandos et des gendarmes vont accompagner les convois de l'aide humanitaire pour assurer la sécurité au sol? Merci. Alors, il y a des éléments, effectivement, des spécialistes sanitaires. Il y a aussi des éléments de sécurisation qui accompagnent assez régulièrement, de toutes les façons, quand on se projette, quand on projette des équipes à l'étranger dans n'importe quel pays, bien sûr. D'après ce que tu nous dis, apparemment, il n'y a pas eu de mission aérienne, c'est Proche-Orient, Moyen-Orient, il n'y a pas eu de mission aérienne destinée à frapper les terroristes, enfin les groupes djihadistes qui ont mené l'attaque contre les forces franco-irakiennes, qui ont provoqué donc la mort du sergent-chef du CPA 10, ou est-ce que c'est placé sous le sceau des forces spéciales? Alors, est-ce qu'il y a eu des frappes? Je vais vous répondre sur des frappes françaises. Il n'y a pas eu de frappe française depuis ces malheureux événements. Alors après, c'est l'activité de la coalition. Oui, bonjour Laura Cailly, Politico. C'était pour rebondir sur la question de ma consoeur de l'AFP sur le fait que les États-Unis ont manifestement repris des activités au Niger, de contre-terrorisme. Comment est-ce que vous le comprenez et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne vais pas commenter comment est-ce qu'on interprète ceci. Le Niger a rouvert depuis une semaine son espace aérien, donc notamment aux vols commerciaux et aux vols militaires, en fonction des autorisations qui sont sollicitées. Donc, c'est comme ceci que ça se passe. Plus de questions? Parfait, ben merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Allô, allô, vous entendez? Une question? Une question par audio? En audio. Ouais. Oui, Élise Vincent, Le Monde. Oui, Madame Vincent. Sur le Niger. Oui, 2 questions sur le Niger. Donc sur la réouverture de l'espace aérien nigérien, si les vols commerciaux et militaires ont pu reprendre, est-ce que vous avez pu reprendre des rotations pour différentes raisons, point 1. Et deuxièmement, est-ce que le fait que Monsieur Julien ait été en détention, Monsieur Julien assurant notamment ayant une société de logistique qui peut servir à beaucoup de choses dans ce genre de conditions, a gêné le ravitaillement des forces françaises pendant qu'il était séquestré ou retenu? Merci. Le deuxième point, c'est non. Le premier point, il n'y a pas eu de vol français. Merci. Merci beaucoup, colonel. Merci à tous d'être venus. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.